Merci aux organisateurs donc de nous donner l'opportunité de présenter les résultats d'un travail qu'on a effectué sur les complications infectieuses des plaies balistiques civiles. En effet, la littérature quand même nous donne quelques informations sur les complications infectieuses des plaies balistiques, et les infections demeurent l'une des complications les plus fréquentes. Si on a très peu de données sur la littérature en termes d'infections sur les plaies balistiques civiles, les militaires ont quand même apporté quelques données. On voit dans la littérature que 5 à 34% des patients présentant des plaies balistiques militaires ont des complications infectieuses, contre 8,9% des patients qui ont des plaies balistiques civiles. Les données sont très parcellaires sur ces patients-là. On voit bien que quelques données qui existent aussi ne donnent pas suffisamment d'informations par rapport à ces complications. Aucune donnée n'est donc disponible en Guyane française, où le taux de délinquance et de port d'armes quand même reste très très élevé à cause de sa proximité avec des pays où le taux de mortalité quand même qui est lié à des plaies balistiques frôle autour de 20 cas pour 100 000 habitants. Donc, dans ce contexte géographique quand même et socioculturel assez particulier, nous avons donc décidé de faire l'état de lieu de ces infections associées, des infections ostéo-articulaires associées aux plaies balistiques en Guyane française. Donc, nous avons donc effectué une étude monocentrique, descriptive et rétrospective qui s'est étendue sur 5 ans. Et donc, là, on a inclus tous les patients qui sont hospitalisés au centre hospitalier de Cayenne pour plaies balistiques civiles. Et nous avons exclu le dossier de tous les patients qui étaient incomplets. Nous avons donc décidé, dans ce cas de figure-là, de faire une description sur les caractéristiques cliniques de ces patients, et éventuellement faire aussi des descriptions sur l'aspect microbiologique des patients présentant une infection ostéo-articulaire. Et nous avons également effectué l'identification des facteurs qui sont associés aux infections ostéo-articulaires, le tout pour pouvoir tirer des recommandations spécifiques à la Guyane française. Donc, nous avons donc effectué une requête PMSI à travers le DUM de l'hôpital, où nous avons eu accès à 257 dossiers que nous avons exploités. Et sur ces 257 dossiers, 196 patients présentaient des complications infectieuses. Et parmi ces patients, nous avons extrait les patients qui présentaient des atteintes ostéo-articulaires, ce qui représentait à peu près 95 dossiers. Et sur ce, on voit de façon globale que le taux d'infection sur ces patients-là était de 14%. Donc 27 patients ont présenté des complications de façon globale. Mais parmi les patients qui avaient une atteinte ostéo-articulaire, il y a 14 patients qui ont présenté une infection ostéo-articulaire, ce qui représentait à peu près 15% de nos patients. Voilà le portrait global de nos patients. Il s'agissait, dans la grande majorité des cas, des patients qui avaient relativement jeunes, avec un âge moyen qui était autour de 35 ans. Le sexe ratio était en faveur des hommes. Et les circonstances de survenue des infections étaient représentées par une hétéroagressivité. Donc, il s'agit des patients qui, le plus souvent, ont reçu des balles de façon... dans 6% des cas, il y a des patients qui ont reçu des balles de façon accidentelle, notamment si c'était des accidents de SACH. Et quand on a essayé d'évaluer un peu sur le plan clinique les patients, la classification de Gustulo nous a permis de savoir que plus de 50% de patients avaient des fractures ouvertes plus ou moins graves. Et nous voyons que la majeure partie de nos patients avaient une complication ostéo-articulaire. 4 patients avaient des infections abdominopelviennes et quelques patients quand même avaient des collections. Donc sur le plan microbiologique, quelques aspects importants sont quand même sortis. On voit une prédominance des bacilligrammes négatifs avec une prédominance bien entendu une prédominance des entérobactéries du groupe 3 qui était représentée chez 10 patients, avec aussi une prédominance de staphylocoque doré. Quelques bactéries également exotiques sont aussi sorties, notamment Aeromonas hydrophila qui est sorti sur un certain nombre de patients. Quand on a décidé de rechercher les facteurs qui sont associés
au décès, à la survenue des infections ostéo-articulaires, on s'est rendu compte que le fait d'avoir une atteinte aux membres inférieurs, le fait d'avoir une atteinte sévère des parties molles, le fait d'avoir une fracture sévère avec gustulo supérieur ou égal à 2, et le fait d'avoir fait recours à l'utilisation de fixateurs externes étaient des facteurs qui étaient associés à la survenue des infections ostéo-articulaires en analyse univariée. Et en régression logistique multivariée, deux paramètres se sont détachés. C'était l'atteinte sévère des parties molles, mais aussi le recours aux fixateurs externes qui étaient quand même des facteurs qu'on a ressortis comme associés à la survenue des infections ostéo-articulaires. On voit sur ce schéma-là l'un de nos patients qui présentait une fracture assez sévère du tibia avec une perte importante de tissu et qui a aussi développé une infection ostéo-articulaire. C'est un exemple donc de plaies compliquées d'atteinte vasculaire assez importante chez l'un de nos patients avec une fracture complexe du tibia qui, à la longue, a développé une infection. Malheureusement, ce patient-là a été amputé du fait qu'il n'a pas eu recours rapidement à la prise en charge, mais surtout l'atteinte vasculaire qui était aussi importante, pour laquelle on n'a pas pu soigner ce patient, sauver le pied de ce patient-là. Alors, ces résultats donc suscitent quelques discussions et commentaires sur 196 dossiers que nous avons exploités pour plaies balistiques civiles en zone amazonienne. On voit globalement que le taux d'infection était de 14%, malgré le fait que bon nombre de ces patients-là, quand même, étaient atteints dans des zones très, très difficiles à avoir accès, et surtout dans des contextes d'orpaillage clandestin. De toutes les façons, les complications, quand même, étaient plus ou moins superposables à ce qu'on connaît de la littérature. Les facteurs qui étaient associés, le fait d'avoir une fréquence élevée des fractures gustulo 3, par exemple, 3 à 4, où le recours aux fixateurs externes étaient des facteurs qui étaient associés à la survenue de l'infection. Donc on voit de façon globale que quelques données de la littérature, même si elles sont parcellaires sur les plaies balistiques civiles, il y a une équipe marseillaise qui a fait un travail sur plus de 200 patients, 265 patients hospitalisés pour des plaies civiles sur une période de 10 ans, qui a retrouvé de façon globale le taux d'infection était autour de 15%. Mais quand ils ressortent les atteintes ostéo-articulaires sur ces patients, on se retrouve avec 22%. Et d'autres auteurs aussi ont quand même apporté quelques fréquences là-dessus. C'est au niveau, bien entendu, d'atteintes civiles, mais aussi des cas ont été aussi rapportés dans la littérature militaire où le taux d'infection ostéo-articulaire variait autour de 27 à 24%. Et là également, ils ont recherché aussi sur l'ensemble de ces études-là les facteurs qui sont associés à la survenue de ces infections, c'est souvent l'atteinte des parties molles, l'atteinte vasculaire et le recours aussi aux fixateurs externes qui étaient ressortis comme des facteurs associés à la survenue de l'infection. Alors, quelle est la spécificité de notre travail? Donc, la spécificité des atteintes ostéo-articulaires suite aux plaies balistiques, c'est que majoritairement, on a constaté que les bacilligrammes négatifs étaient les germes les plus retrouvés dans ce travail-là, avec une particularité sur les entérobactéries du groupe 3, mais aussi quelques bactéries, comme je l'ai dit, exotiques, dans ce contexte précis d'atteinte ostéo-articulaire, c'est l'Aeromonas hydrophila. Et ce même constat a été fait dans un travail que nous avons réalisé ici à l'hôpital de Cayenne, que Olivier va certainement présenter tout à l'heure. Les bacilligrammes négatifs aussi sont sortis dans ces abcès-là, qui étaient plus prédominants par rapport au staphylocoque, qui est classiquement connu comme le germe qu'on isole dans les infections. Évidemment, malgré le fait que ces patients ils étaient pris tardivement en charge, on estime que la fréquence élevée de ces infections-là était liée au fait que les membres inférieurs qui étaient atteints étaient souvent exposés aux sciures telluriques, donc exposés à ces germes, volontiers à ce type de germes, mais aux micro-organismes dont nous avons isolé tout à l'heure. De ces constats, donc, sortent des conséquences majeures qui peuvent être peut-être, qui nécessitent peut-être quelques explorations ici en Guyane. C'est que la première question qu'on se pose dans ce cas de figure-là, c'est quelle est la place de l'antibioprophylaxie qu'on réalise le plus souvent dans les fractures ouvertes. Quand on sait que les recommandations font foi d'utiliser l'amoxicillin clavulanique
associé à la gentamicine pour des fractures de type 2 ou 3. Et on sait bien que l'acide clavulanique ne couvre pas les entérobactéries du groupe 3 et encore moins les aromonas, ce qui suscite quelques recommandations, la place qu'il faut accorder au triméthode-prime sulfate d'oxacine, qui est le Bactrim, dans l'utilisation notamment de l'antiprophylaxie de ces patients-là. Et on sait bien que le Bactrim couvre bien les entérobactéries du groupe 3 et l'aromonas. La deuxième question aussi qui sort de ce travail-là, c'est la place qu'il faut donner à l'antibiothérapie probabiliste en attendant les résultats des prélèvements microbiologiques. Et là également, on peut se poser la question sur l'utilisation de ceftazidime, de cefepime ou de la piperacilline tazobactam, avec piperacilline tazobactam qui se détache du lot du fait qu'il soit efficace sur les anaérobies, efficace sur les entérocoques d'ailleurs que nous avons isolé deux de nos patients, mais aussi il est efficace sur les entérobactéries du groupe 3, même si son efficacité sur l'aromonas reste de plus en plus discutée. Voilà en quelque sorte les résultats de notre travail, les recommandations que nous pouvons proposer à l'issue de ce travail. Je serai terminé cette présentation sans remercier le service de maladies infectieuses, mais surtout l'équipe d'orthopédie qui ne ménage aucun effort pour faciliter la prise en charge des infections osteoarticulaires. Et Dieu seul sait, depuis 2 ans, il constitue un maillon important dans la prise en charge et la mise en place des infections osteoarticulaires ici depuis 2 ans en Guyane. J'en ai fini et je vous remercie.